Le Parlement du Canada, rien de moins. Il était à Montréal, situé au centre-ville, qui était le Vieux-Montréal maintenant. 1844-1849. Alors, c'est un bâtiment immense, monumental, qui a accueilli les parlementaires pendant plusieurs années. L'importance historique de ce lieu, c'est que c'est là qu'a été votée, en 1848, la fameuse loi sur la responsabilité ministérielle, qu'on appelle aujourd'hui le gouvernement responsable. Ce gouvernement, évidemment, était dominé par des Britanniques, essentiellement des marchands anglais, évidemment anglophones, et qui étaient avant tout conservateurs. Alors, depuis même 1791, on avait un gouvernement extrêmement autoritaire. Et 1848, tout à coup, tout éclate. La Chambre d'Assemblée qui est élue, ce sont des réformistes. Alors, c'est une alliance entre La Fontaine et Baldwin, donc le Haut et le Bas-Canada, et qui sont majoritairement élus et décident de changer la donne. Alors, c'est un grand pas vers la démocratie. Et là, on a voté, par exemple, des lois où, pour la première fois, on pouvait parler en français à la Chambre. On a rapatrié les budgets. Il y a eu un développement économique, enfin, de toutes les... On a créé le ministère de l'Éducation. Enfin, beaucoup de lois en peu de temps. Sauf que une des lois qui a fait monter la tension, c'est la loi de rétribuer les victimes des rébellions. Et à ce moment-là, l'opposition s'est offusquée. Et quand le gouverneur, le 25 avril 1849, est venu à approuver la loi. Et là, il y a eu évidemment une manifestation monstre ici, juste tout près à Montréal, sur la place d'Armes. Il y avait à peu près 1500 personnes. Et ça a dégénéré. On s'en va au Parlement. Rendu au Parlement, on casse les vitres, on saccage, on s'attaque aux députés qui sont et aux conseillers qui sont en train de siéger. Il y a une lampe qui est au gaz qui éclate et puis le feu prend. Donc, on incendie le Parlement. Mais il y a eu un mouvement très fort, autant dans le Haut-Canada que dans le Bas-Canada, auprès de la population en général, qui, avec l'aide des médias, des hommes politiques et aussi, je dirais, du clergé, ont décidé de signer beaucoup de pétitions, des assemblées pour renouveler leur appui au gouverneur, l'appui au gouvernement, le lien. Ils ont décidé de conserver le lien avec la Grande-Bretagne. Dans le fond, ils ont protégé cette démocratie qui était toute fragile, qui venait de naître, en assumant, je dirais, leur lien avec la Grande-Bretagne. Alors, on a fait des fouilles depuis quelques années, des sondages au début, donc 2010, 2011, 2013, et donc on a confirmé que c'est un site monumental. Imaginez, c'est un édifice qui était le plus chic et le plus beau au Canada à l'époque, qui a quand même 100 mètres, plus de 100 mètres de long par 20 mètres de large. Et le but, nous, quand on a commencé à faire des recherches, on s'est posé la question, est-ce qu'après l'incendie, tout a été nettoyé parce qu'on a reconstruit un marché, et ou bien on a tout laissé là? Et c'était le Klondike pour les archéologues, évidemment. Tout était là. On a la couche d'incendie et tous les objets qui ont péri dans ce cataclysme, je dirais, on les retrouve soit intacts, comme des paires de lunettes, soit calcinés, comme des ensembles sont simplement brûlés, mais non pas brisés, ou encore ils sont complets. Alors, jusqu'à maintenant, on a déjà recueilli plus d'1 demi-million de pièces qui représentent toute la vie qu'on pouvait retrouver dans cet édifice. Alors, il y avait la première époque du bâtiment qui était un grand marché, donc on retrouve des objets en relation avec la fonction de marché, mais la vie parlementaire, alors imaginez un peu qu'est-ce que c'est qu'on peut retrouver. Alors, beaucoup d'éléments reliés à l'écriture, les écrivains, la recherche. Il y avait dans ce lieu quelque chose d'absolument extraordinaire, c'était les 2 bibliothèques. Alors, les 2 bibliothèques et tous les documents anciens, il y avait 23 000 volumes et des œuvres vraiment remarquables, des cadeaux qui avaient été faits par d'autres pays. Alors, on ne croyait jamais qu'on retrouverait des traces des livres ou des papiers. On sait que ça se consomme facilement. Mais jusqu'à maintenant, on en a retrouvé 34.
et on est capable d'identifier, on peut lire des pages 1830, des livres de l'époque qu'on peut encore retrouver sur le marché aujourd'hui. Alors, on est en train de les faire restaurer par le Centre canadien. Et on a retrouvé aussi la vaisselle des parlementaires, des pères de la Confédération qui étaient là, tous les objets d'hygiène personnelle, parce que vous savez, les élus, ils travaillaient le jour, le soir, ils pouvaient même passer les nuits. Donc, ils avaient évidemment plein d'objets personnels. On retrouve aussi tout ce qui est relié, vous savez, ils fumaient. Il y avait beaucoup de bouteilles. Ils devaient célébrer à l'occasion. Enfin, c'est infini la diversité des objets qu'on peut retrouver. L'égout collecteur est le premier égout collecteur qu'on a retracé en Amérique du Nord. Il a été construit en 1832, en même temps que l'édifice du Parlement. Donc, c'est pour ça qu'il passe exactement dans son centre. Il faut dire qu'à l'époque, l'édifice du Parlement était le grand marché. Donc, quoi de plus pratique que d'avoir l'accès immédiat à jeter des déchets. En 1830, il y avait beaucoup d'épidémies, il y avait des miasmes. Enfin, les gens étaient malades parce que l'eau était polluée. La petite rivière Saint-Pierre qui passait ici, qui ramassait toutes les eaux de Montréal qui se jetaient dans le fleuve, ramassait évidemment les déchets aussi et souvent contaminait les puits. Donc, on a réalisé au niveau des services de santé qu'il fallait absolument canaliser la rivière. Et c'est pas un phénomène uniquement à Montréal, on le retrouve un peu partout à la même époque. Donc, on canalise la première rivière et Montréal étant la métropole, la capitale, moi je dis toujours, on était plus riche à l'époque et on a décidé de construire un égout comme nulle part ailleurs. Il est construit en pierre taillée. Vous savez, ce sont des pierres qui ont plus d'1 mètre de long et avec les pieds droits, mais avec un arc cintré. Qui est en somme une œuvre d'ingénierie exceptionnelle, mais avant tout aussi, je dirais, une œuvre d'art. Alors, cet égout, il a été utilisé jusqu'en 1989. Il est devenu vacant. Il fait partie déjà du musée de la Pointe-à-Calière à Montréal. Et nous avions un rêve, moi j'avais un rêve depuis le début, c'est de rendre accessible cette œuvre majestueuse à la population. Et le plus beau prétexte qu'on a eu récemment, c'est de pouvoir mettre en valeur le fort de Ville-Marie, qui est le lieu de fondation de Montréal, le premier établissement. Et pour s'y rendre, alors il fallait simplement passer à travers l'égout. Donc, on a ouvert un premier tronçon rendu accessible et on a évidemment essayé de façon patrimoniale de le respecter dans sa construction, dans son origine, dans son entité, dans son intégrité, de façon à ne pas, même si on veut on a mis un son et lumière à l'intérieur, mais de ne pas toucher du tout la voûte avec les équipements ou avec toutes les contraintes techniques, de façon à la conserver telle qu'elle. C'est une œuvre patrimoniale, oui. Je vous mets au défi d'en trouver un aussi spectaculaire en Amérique d'une part, mais à Paris et à Londres, à la même époque, on les construisait en briques. Nous, on pouvait se permettre qu'ils soient en pierre taillée. Et ils sont, après avoir passé tous les tests de solidité, ils sont encore plus solides que tous les exigences d'aujourd'hui de camions de pompiers et autres. Alors, à visiter.